Dernière nouvelle de Nivelles. La levée d'écrou de Joricoaux était fixée dans 7 jours. Autant dire qu'il jubilait dans sa cellule. Depuis plus d'un an et demi, l'affaire de corruption et d'espionnage révélée par le journal Le Soir avait fait son chemin. Le parquet avait ouvert une enquête visant le directeur de cabinet du ministre des Affaires économiques Jean Clermont et le PDG de ET Consulting Louis Walter. Ces derniers avaient été mis en surécoute téléphonique à la demande de la procureure Yvonne Chester-Dorimont. Les deux hommes avaient été mis en examen à l'issue des écoutes et des preuves apportées par Edmond. Cette affaire avait mis le gouvernement en situation délicate. Une bronca orchestrée par l'opposition et certains médias s'en étaient suivis. Chaque semaine passée durant cette année et demie avait eu son lot de révélations retentissantes. Une autre affaire s'était révélée, petit à petit en filigrane, l'affaire Moulinsart de la Hutinière. Une corrélation entre les affaires avait semblé de plus en plus évidente au fil du temps. Tous les protagonistes secondaires soupçonnés de corruption et d'espionnage avaient été cités dans les journaux sous des pseudonymes pour éviter de les nommer directement et ainsi de se protéger des procès en diffamation dans les rédactions. Cette affaire avait provoqué une déflagration énorme dans le royaume de Belgique. La fibre patriotique avait vibré à l'unisson, sauf pour les mouvements nationalistes flamands qui avaient très fortement rué dans les brancards en fustigeant la politique irresponsable de certains représentants politiques wallons au pouvoir. Le roi des Belges, Baudouin, s'était fendu d'une allocation télévisée afin de calmer les esprits et de rappeler à tout le monde son devoir de cohésion nationale. Les institutions de la police, de la justice et des services secrets furent touchées de plein fouet. Il y eut quelques purges bien nécessaires. Des politiciens matois comme Casterman furent cités comme corrompus et d'autres comme vendus aux États-Unis d'Amérique. Mais comme d'habitude dans nos pays occidentaux, le haut du panier ne fut pas vraiment inquiété. Ceux qui tiraient les ficelles s'en tirèrent à bon compte. La curée se concentra uniquement sur Clermont et Walter. Logique pour Walter qui était le personnage central des deux systèmes de corruption et d'espionnage. Les gens qui le protégeaient jusqu'à son inculpation le lâchèrent soudain en rase campagne. On lui donna suffisamment pour se taire, s'enfuir et ne jamais revenir sur le territoire belge. Quant à Clermont, il payait cher sa légèreté et sa naïveté. Tout bien considéré, il avait tout de même trahi l'État et simplement par cupidité. Il dut évidemment renoncer à sa candidature aux élections de 8 Warren. Les journaux se déchaînèrent contre lui, révélant son homosexualité et son goût immodéré pour le luxe. Il fut lynché et traîné dans la boue médiatique. On le retrouva un matin dans sa propriété de Huy, pendu dans le garage, où il remisait ses voitures de collection. Edmond en conçut une grande peine. Elle avait apprécié Jean et avait été obligée de le trahir afin de rétablir la vérité et sauver son amour. Sa femme Mathilde avait trahi son pays de naissance. Elle ne fut pas inculpée faute de preuves tangibles suffisantes, mais elle fut débarquée de l'ambassade et se retrouva au chômage et sans indemnité. Elle dut partir vivre aux États-Unis avec ses enfants. L'ambassadeur Alan Spalding présenta ses excuses au Premier ministre au nom du gouvernement fédéral américain concernant la trahison de Mathilde envers la Belgique. La Macduff Company prétexta ne pas être au courant de l'activité de barbouze de Boris Barrett. Elle fit amende honorable et l'écarta de son service de sécurité. Il dut repartir pour les États-Unis, avec une interdiction de revenir sur le territoire belge. Monsieur Albert Dupont, directeur de la police judiciaire, fut mis à la retraite anticipée. Les syndicats de magistrats demandèrent et obtinrent une épuration au sein du parquet. Enfin, le ministre des Affaires économiques, Fourcade, démissionna sur demande du Premier ministre. La purge s'arrêta là et n'atteignit pas les hautes sphères politiques belges et européennes, comme d'habitude. Maître Carredas demanda la révision du procès de Joricoaux à la lumière des nouveaux éléments. La proximité de Charles de la Hutinière avec Louis Walter fut démontrée par l'interrogatoire de Jacques Moulinsart par le juge Paul Dupont, chargé de relancer l'enquête. Jacques reconnut avoir reçu des sommes de Louis Walter pour son intégration chez Vandamme et aussi que Charles lui avait fait du chantage afin d'obtenir sa part. Ces alibis démontrèrent qu'il ne pouvait être inculpé du meurtre de Charles. L'emploi du temps de Walter fut examiné et on écarta l'hypothèse qu'il puisse être le meurtrier. Étant donné les relations mafieuses de Louis Walter, le juge pencha pour explorer cette piste.
Très récemment, et voyant que l'enquête du juge Intec s'orientait dans la bonne direction, le parquet décida sans raison de retirer l'instruction au juge Dupont pour nommer un juge plus conciliant. Celui-ci décida que Joricoe pouvait bénéficier d'une remise de peine puisqu'il y avait droit selon la loi, en ayant purgé au minimum le tiers de sa peine et en raison d'une conduite exemplaire. En échange, Joricoe s'engageait à se taire et à ne pas faire de déclaration dans la presse, et encore moins de saisir la justice. Il accepta ce marché, mais en y mettant une condition supplémentaire impérative, ne pas être poursuivi par Interpol en quittant la Belgique. Il avait l'intention de s'envoler pour rejoindre Edmond dès sa sortie de prison. Tout ce petit monde s'y retrouvait largement, bien évidemment. Joricoe passa ses derniers jours en cellule à finir de lire son dernier livre, un précis de philosophie sur la pensée de Nietzsche, et à peaufiner l'écriture de son carnet de route d'un tueur. Il avait dit un dernier au revoir chaleureux au vieux chef Krolspel, qui partait en retraite à la fin du mois.